Bonjour les amis. Nous vivons une époque déroutante. En fait, on nous prend pour des imbéciles, ou pour des enfants, c'est selon. C'est avec le Corona Circus qu'ont été atteints les plus hauts sommets d'absurdité, mais je laisserai ce sujet-là à d'autres et aussi à vous-même, tant le contenu en est aberrant. Je ne vous parlerai pas non plus de la guerre, de cette guerre voulue par Macron contre une Russie qui ne nous a rien fait, mais qu'il déteste, enfin je présume. D'autres en parlent mieux que moi. Non, moi je préfère vous parler du climat. Je préfère tellement que c'est la 3e fois que je vous fais ce petit cours basique sur le sujet, suivi d'un avis sur la possible altération par l'homme lui-même de celui-ci. Ce point, c'est-à-dire mon avis sur un présumé réchauffement de la biosphère terrestre, à laquelle je ne croyais pas trop aux explications officielles, avait déjà nécessité une mise à jour, car de nouvelles informations remettant en cause mes premières hypothèses étaient arrivées entre-temps. Toutefois, la mauvaise qualité du son rendait mon second exposé pénible à suivre, ce dont plusieurs auditeurs se sont plaints. Il n'y a donc pas grand-chose de nouveau avec cette 3e édition, pour laquelle je voudrais juste qu'elle vous plaise et qu'elle soit comprise. Alors, une première manière d'abuser du public consiste à le disqualifier. Avec le Covid, c'est par un « vous n'êtes pas médecin » que tout débat est immédiatement clos. Pour le climat, c'est un peu la même chose, à tel point que pour être supposé le comprendre, il faudrait être docteur en physique, alors de la grande, celle qui se perd dans les étoiles. Pas quelqu'un qui soit juste un petit peu dans les nuages, donc pas le jardinier. Si, pour passer sur les plateaux de télévision, mieux vaut avoir un costard cravate ou une blouse blanche, cela dépendant de ce dont on parle, qu'un béret sur la tête. Donc, pour parler climat, il faut donc être très savant ou être simplement un scientifique, comme on le dit à tout bout de champ en ce 21e siècle, supposé être agnostique, mais en fait plus scientiste que jamais. Oui, parce que y a toujours une religion, et la religion de ce 21e siècle, censée être sans religion, c'est la science tout simplement. Et avec elle, l'illusion que des demi-dieux, disons quelques élites, protègent un peuple de crétins plus ou moins immatures grâce à la science. Passant au sujet qui vous intéresse, le climat ou autre chose de politiquement sensible, sachez que partis sur les sources officielles ou autres médias, vous allez être rapidement dépassé par l'aplomb du plus fort que vous, car forcément vous n'êtes pas supposé avoir le niveau. Chercher à comprendre, c'est de toute façon commencer à désobéir. N'oubliez pas cela. En fait, vous n'auriez même pas dû essayer. Sur les justifications, démonstrations ou autres preuves, vous devez donc faire confiance aux scientifiques pour qui rien ne peut être simple. D'ailleurs, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Les meilleurs mensonges étant montés en bon sophisme, eh bien oui, bien sûr. Bon, les amis, ce sont là, vous l'aurez deviné, des manières que moi, petit technicien d'aéronautique et vélivole, c'est-à-dire pilote de planeur, je réfute totalement. Je ne vous citerai donc aucune référence magistrale ou doctorale. Je préfère expliquer simplement les choses en espérant, en essayant de les démontrer, en espérant être tout simplement suivi et compris. Donc nous allons vraiment commencer ici. Je vais vous présenter donc les bases de notre sujet. Alors, pour parler du climat, ben si, bien sûr que si, la météorologie c'est la base.
En fait, météo et climat, c'est tout simplement la même chose. Je vais donc commencer par vous expliquer la météorologie, vous dire ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une science, et pas seulement le moyen de prévoir le temps qu'il fera demain. Prévoir le temps de demain, ce n'est tout simplement qu'une des applications pratiques de la météorologie. Bon, certainement la principale application, mais rien de plus. Bon, les amis, rassurez-vous, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Je vais m'en tenir seulement à l'essentiel pour comprendre le climat, c'est-à-dire grosso modo, surtout au cycle de l'eau dans l'atmosphère. Il n'est pas utile que je vous parle d'aérologie, quoique si, il va bien falloir un petit peu. Bon, par contre, je ne vous parlerai pas des différentes masses d'air, des fronts, c'est-à-dire des conflits entre masses d'air. Oui, ce sont là des trucs qui ne se mélangent pas, qui se montent un petit peu dessus. Mais bon, tout ça c'est sans importance. Je ne vous parlerai pas des isobars et autres modules et détails intéressants les prévisionnistes et autres calés en météorologie appliqués, mais inutiles pour une appréhension du climat en général. C'est-à-dire lorsqu'on veut juste comprendre l'essentiel du climat pour pouvoir en discuter. Alors, pour commencer, je vais vous préciser ce qu'est la météorologie, car c'est en gros, finalement, la science de l'observation du ciel. Ah ben oui, un météore, c'est tout ce qui est visible dans le ciel, d'où le nom de cette discipline. Alors là, je sais à quoi vous pensez. Les étoiles filantes sont des météores, certes. Cependant, ce que nous voyons dans le ciel, c'est essentiellement des nuages. La météorologie, c'est donc bien connaître les nuages et comment ils fonctionnent tout simplement. Sur leur nature, vous savez probablement déjà que les nuages sont composés d'eau en suspension dans l'air, soit liquide en fines gouttelettes, soit solide sous forme de cristaux de glace, cela dépendant de la température qui règne à l'altitude du nuage. Bon, les amis, jusque-là tout va bien, puisque tout le monde savait déjà cela, mais c'est bien de le rappeler. Alors, passons maintenant au fonctionnement de l'atmosphère, ou plutôt de la troposphère composant sa partie dense, limitée par un plafonnement physique appelé tropopause. Au-delà de cette limite, la physique ordinaire des gaz ne s'applique plus en raison de trop faible pression. Il n'y a d'ailleurs plus aucun nuage au-dessus. Donc la tropopause constitue donc comme un plafond, comme le serait, ben oui, celui d'une serre. Pour simplifier, lorsque je dis atmosphère, c'est seulement de cette couche, celle qui contient la vie qu'il s'agit. Le reste, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus, ne nous intéresse pas. Bon, maintenant les amis, il faut que je vous parle de l'air qui compose l'atmosphère. Donc l'air est un mélange stable de gaz divers plus de l'eau, qui est le seul élément en proportion variable. Bon, pour mémoire, sachez que les composants stables de l'air sont essentiellement l'azote et l'oxygène. Il y a aussi assez peu en fait, de gaz carbonique et d'autres gaz dits rares. Ces corps forment alliance pour conférer à l'air des propriétés physiques, chimiques ou électriques, etc. Bon, je pourrais vous citer quelques propriétés physiques ou chimiques de l'air, vous dire qu'il propage les sons suivant des manières qui lui sont propres, qu'il a la faculté d'oxyder certains métaux, ceux moins vivement que l'oxygène pur, et que cette propriété change en fonction de l'humidité. Bon, tout ça est sans importance pour le climat, oubliez. Mais bon, comme ça vous comprenez que l'élément air n'est pas un truc à mort inerte, hein. C'est ça qui est important. Alors par contre, il faut savoir que l'air ne conduit quasiment pas la chaleur, et que ce serait même en théorie un excellent isolant thermique. Ah ben oui, mais s'il ne pouvait pas bouger, ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors j'y reviendrai plus loin, mais bon, finalement, c'est là qu'il faut que je vous parle un petit peu d'aérologie. C'est parce que l'air bouge.
L'aéréologie, c'est une science, comme l'indique son nom, quoique ce ne soit finalement que la partie physique de la météorologie, puisque la météorologie c'est l'observation du ciel, mais il y a une partie qui est la physique, c'est ça l'aérologie. Ceci dit, n'ayez pas peur. Alors tenez, alors les amis, je vous présente Nestler, grand connaisseur en aérologie, mais à un détail près, c'est qu'il ne sait même pas qu'il est un expert en la matière. Bah oui, c'est un peu comme Monsieur Jourdain. Vous savez que Monsieur Jourdain ne savait pas qu'il faisait de la prose. Mais pourtant, il savait très bien s'exprimer en prose. Bah lui, c'est pareil, il connaît très bien l'aérologie. L'aérologie qui consiste à se laisser porter dans l'air. Hein. Donc il exploite une propriété physique de l'air ainsi. Mais il ne sait pas que c'est un expert en aérologie. Voilà. Comme M. Jourdain ne sait pas que quand il parle, il fait de la prose sans le savoir. Nestler, que vous voyez là, c'est juste un feignant aimant bien se laisser porter, mais sans trop battre des ailes. C'est en ça qu'il est un expert en aérologie. En tout ce qui concerne le climat, retenez que toute la physique appliquée à l'air est adiabatique, c'est-à-dire sans échange de chaleur avec l'extérieur. Donc les prétendus gaz à effet de serre réchauffant l'atmosphère, vous oubliez. En fait, l'air ne peut s'échauffer qu'au contact. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des ventilateurs dans vos ordinateurs, ainsi que de grandes surfaces d'échange, appelées radiateurs pour surtout ce qui chauffe là-dedans, je veux dire dans le PC. Hein. Vous voyez, j'ai pris l'exemple du PC parce que ce qui s'y passe est purement thermique, et donc facile à comprendre. Il ne faut pas bien que le PC se refroidisse, donc il a besoin d'utiliser l'air pour se refroidir. Mais il ne peut le faire que parce que l'air bouge, puisque l'air en réalité est un isolant. Voilà. Donc les seuls vrais échanges thermiques de l'air se font donc au contact avec le sol, hein, ou ce qui est sur le sol, ou contact entre masses d'air. Oui, parce qu'il existe différentes masses d'air. Alors là, j'ai dit que je ne vous en parlerai pas, mais il existe des masses d'air en conflit. On appelle ça des fronts. Bon, oubliez ces histoires de fronts qui font la météorologie. Retenez juste que l'air ne chauffe qu'au contact et que s'il ne pouvait pas bouger, ce serait un isolant parfait. Or, il bouge tout le temps et ce n'est pas ce que Nestler qui me contredira sur ce fait-là. Bon, nous avons maintenant assez parlé de l'air. Parlons maintenant de l'eau dans l'air. Alors les amis, il y a toujours de l'eau dans l'air. L'eau se révèle visible dans les nuages et aussi par les précipitations, pluie ou neige par exemple. Lorsqu'elle n'est pas visible, le ciel étant tout bleu, c'est que sa forme est uniquement gazeuse. Cette eau se présente dans l'air peut changer d'état, passant ainsi du solide au liquide ou au gazeux et inversement. Ces changements d'état entraînant d'importants transferts d'énergie-chaleur. Ce point est très important. Je vous rappelle, les changements d'état de l'eau sont très importants. Alors, ceux qui n'ont pas oublié leur cours de physique du collège, c'est-à-dire en 4e ou en 3e, je ne sais plus, savent qu'un changement d'état, pour rendre liquide un corps quelconque par exemple, consomme bien plus de calories que pour simplement faire monter sa température. Vous devez au moins vous rappeler que les corps purs ont une température de fusion qui les caractérise et que qu'une fois cette température atteinte, il faut continuer à chauffer le corps en question jusqu'à fusion totale de l'échantillon avant que sa température puisse continuer à augmenter. Alors, vous comprenez ici que la météorologie est très intimement liée au cycle de l'eau dans l'atmosphère. Ce n'est pas tout, bien sûr,
des interactions thermiques, voire purement thermiques, font aussi la météorologie et donc le climat. Bon, là, il faut que je vous glisse un mot sur la notion de thermique, et voire de thermique pure. Mais bon, vous avez intuitivement compris qu'en l'absence de changement d'état de l'eau, le climat se résume à du thermique pur. Par exemple, ce qui se passe dans les déserts se réduit souvent à du thermique pur et que cela se caractérise par de grands écarts thermiques. Ainsi, les déserts sont à la fois les endroits les plus chauds et les plus froids du globe. Bon, oubliez ça si vous voulez, hein, mais sachez seulement que ça existe, car même dans les déserts, il y a souvent des nuages. Ils sont juste beaucoup plus hauts et génèrent rarement des précipitations, c'est tout. Alors, sachez maintenant que la quantité d'eau présente dans l'air, quelle qu'en soit sa forme, quelle qu'en soit la forme, change sans cesse dans le temps et dans l'espace et qu'il y en a toujours. Donc il y a toujours de l'eau dans l'air. Cette proportion d'eau varie dans le temps parce qu'aujourd'hui n'est pas comme hier, et dans l'espace parce que le climat des déserts ne ressemble pas au climat irlandais ou au climat breton par exemple, qui est beaucoup plus humide. Nous avons appris à l'école que sur Terre, l'eau effectue un cycle passant par les océans, les terres et l'atmosphère. Son passage par l'atmosphère est ce qui nous intéresse pour expliquer le climat. Bon, les amis, j'en ai fini ici pour ce qui concerne les bases de mon exposé. Alors, d'abord, comme quoi le climat, c'est de la météorologie dont il est une partie, ou c'est la même chose. La climatologie et la météorologie, c'est la même chose, c'est la même science. Que la météorologie consiste à étudier ce que nous voyons dans le ciel et comment tout cela fonctionne. Que tout ce qui concerne le climat se passe dans la partie vivable de l'atmosphère, limitée par un plafond appelé tropopause. L'ensemble constituant un milieu clos, comparable à une serre. Que l'air est un mélange de gaz, dont l'eau est le seul élément en proportion variable. Que cet air serait un isolant thermique s'il n'était pas constamment agité. Bien connaître l'air est un art nommé aérologie. L'expert, c'est Nessler. Et que le climat est essentiellement le résultat du cycle de l'eau en ce qui concerne la partie qui se passe dans l'atmosphère, à l'exception de quelques mouvements thermiques ou autres. Qu'il y a toujours de l'eau dans l'air, qui est un mélange de gaz divers et un isolant thermique. Donc j'y reviens, j'insiste là-dessus. Que les changements d'état de l'eau ont une grande importance. Puisque qui dit changement d'état, dit transfert d'énergie. Donc les changements d'état de l'eau ont une grande importance. Bon, alors les amis, nous allons maintenant passer à une autre partie de l'exposé. Alors, maintenant que les bases sont posées, passons à la dynamique de notre sujet. Alors, le climat, c'est, dynamiquement parlant, d'abord une source d'énergie qui est le soleil. Ensuite, un air qui varie en température et en humidité, soit deux variables essentielles. Bon, plus un peu de mécanique, à savoir les mouvements de convection et les vents. Alors je répète, donc dynamiquement parlant, le climat, une source d'énergie qui est le soleil, un air qui varie en température et en humidité, soit deux variables essentielles, plus un peu de mécanique, donc les mouvements de convection et de vent. Alors, maintenant, je pense que tout le monde sait ce qu'est une convection.
c'est-à-dire l'agitation d'un fluide d'origine thermique. L'eau dans une casserole, par exemple, ou l'air autour d'un poêle. Bon, dans l'atmosphère, c'est pareil. Les orages sont, en particulier, le siège de mouvements convectifs de grande ampleur et assez violents. Bon, sauf que ceux-ci ne sont pas purement thermiques. Oubliez. Les orages, c'est de l'aérologie lourde. Ce dont Nestler se passe très bien, et nous aussi. Nestler, quand il voit l'orage monter, il reste dans le nid. Bon, je vais simplifier tout ça, par exemple, en considérant que les lois des gaz parfaits s'appliquent à l'air tant que l'on reste dans le domaine du purement thermique. Suite à quoi, la faculté qu'a l'air à entrer en mouvement dépend de son profil en température, car si une particule d'air se soulève et donc se détend, mais en restant tout de même plus chaude que l'air environnant, un mouvement de convection s'établit. On dit alors que l'air est instable. Là, c'est là que je vous rappelle que potentiellement l'air est un isolant thermique. S'il ne l'est pas, c'est juste parce qu'il peut entrer en mouvement. En fait, il ne peut s'échauffer ou se refroidir qu'au contact direct, ainsi que je vous l'avais déjà dit. Il existe cependant un autre moyen de se charger ou de décharger l'air en énergie thermique que nous verrons plus loin, notamment dans les nuages. Alors, cet autre moyen passe par l'eau et ses changements d'état. Alors, pour tout comprendre du comportement de l'eau en ce qui concerne l'atmosphère, observons les nuages. À basse altitude et par beau temps pas trop sec, un nuage qui apparaît ou qui grossit, c'est qu'il y a condensation. Ailleurs, un nuage qui s'étiole et qui disparaît, c'est qu'il y a évaporation. Alors pour info, ces nuages-là se rencontrent au-dessus de phénomènes convectifs de beau temps. Ces phénomènes durent généralement un certain temps de manière plus ou moins aléatoire. Ici, en prenant de l'altitude, les particules d'air se détendent suffisamment et donc refroidissent assez pour atteindre une certaine température appelée pointe de rosée. C'est un paramètre un petit peu important, donc là. Le point de rosée est une température, celle à laquelle la condensation apparaît. Remarquez que ces nuages, des cumulus, ont un dessous plat et au-dessus ça bourgeonne. Alors, même chose ici, mais à haute altitude dans le lit d'un vent formant des ondulations. En s'élevant, l'air se refroidit et cristallise au vent de ce magnifique nuage un lenticulaire. Ah, c'est beau ça. Plus loin, en redescendant, l'air se réchauffe et les cristaux qui formaient notre beau lenticulaire disparaissent sous le vent du nuage. Dit autrement, les cristaux de glace qui composaient le nuage se subliment et finissent par disparaître. Il en est toujours ainsi. Les nuages est un siège de condensation et de cristallisation. C'est une question d'altitude ou de température. Si le phénomène est intense, donc gros nuage, il évolue en précipitation pouvant descendre jusqu'au sol sous forme de pluie et de neige. Ou de neige. Ceci observé, vous comprendrez facilement ce qui se passe au niveau du sol et ensuite tout le cycle de l'eau en ce qui concerne son parcours atmosphérique. Donc, partant du sol, le soleil chauffe le sol ainsi que l'air au niveau du sol. Cette énergie gracieusement offerte par le soleil se transforme pour partie directement en chaleur, pour partie en évaporation, transpiration, sublimation, c'est-à-dire en chaleur latente. La chaleur latente, c'est l'énergie thermique
transformée en changement d'état de la matière. On l'a dit latente parce qu'elle est susceptible d'être restituée en chaleur ou en autre chose. On peut dire aussi que certaines calories issues du rayonnement solaire sont parties, soit en évaporation en basse altitude, au-dessus des mers et des étendues d'eau, mais aussi des végétaux. On appelle justement évapotranspiration la production de vapeur d'eau des organismes vivants. On pense essentiellement là aux végétaux. On parle, pour ce qui est donc de ces évaporations, on parle de sublimation au-dessus des glaciers. Mais bon, c'est la même chose. Donc, la chaleur latente contenue dans l'eau vaporisée est de l'énergie susceptible d'être restituée ailleurs. Alors donc, la part d'énergie solaire transformée en chaleur directe et la part transformée en chaleur latente dépendent de nombreux facteurs, pour partie locaux et pour partie liés au fait que l'air soit plus ou moins avide d'eau. Ainsi, un sol très chaud, par exemple plus sombre, est-il favorable à l'échauffement direct et au mouvement convectif, alors qu'au-dessus des forêts, on a plutôt de l'évaporation. Alors, si le sol n'est pas plat, bien orienté par rapport au soleil, et en plus accidenté, c'est mieux pour la récupération purement thermique, par exemple en montagne. Cependant, en plaine, il y a les gares sombres et avec des rails par terre, et qui marchent bien, surtout en conditions de thermique pure. Là, les amis, c'est le pilote de planeur qui vous le dit, et Nestler qui vous le confirme. Alors attention à ce qui concerne l'évaporation. Le soleil, c'est bien, mais soleil plus vent, c'est mieux. Et là, les amis, les lavandières ne me contrediront pas. Et oui, parce que le problème des lavandières, c'est de faire sécher le linge. Alors, il peut arriver que le soleil soit absent, mais si l'air est assez sec et qu'il y a du vent, le linge sèche quand même. On comprend aisément que dans un milieu sec, grâce au soleil, l'air s'échauffera plus qu'en milieu humide, alors que dans les deux cas, l'énergie récupérée est à peu près la même. Le phénomène peut d'ailleurs être séquentiel. Ainsi, de la fonte des neiges au printemps, favorisée par l'établissement de brises de vallée en montagne. Ce n'est pas tellement le rayonnement solaire qui agit quand la neige est bien blanche, mais l'arrivée d'une brise réchauffée plus bas, puis sur des rochers. En fait, ainsi la neige se sublime plus qu'elle ne fond, mais ça ne se voit pas. Ce faisant, on comprend que l'établissement des brises de vallée soit généralement assez tardive, le soleil étant déjà relativement haut lorsque tout ça finit par se mettre en branle. Par beau temps et de jour, il y a toujours des brises de vallée en montagne. Donc, et le jour, elles remontent la vallée. Alors, maintenant, pour diverses raisons liées à la dynamique des systèmes nuageux, dont au début de cet exposé, je vous ai posé qu'il était inutile de s'en préoccuper, l'eau vaporisée peut se condenser, voire cristalliser, lorsque le phénomène apparaît à haute altitude ou au cœur de l'hiver. Ce faisant, c'est alors qu'une certaine partie de l'énergie présente sous forme d'énergie latente réchauffe l'air. C'est ce qui explique que les temps humides ne soient ni doux, ni très chauds, ni trop froids. Alors, les temps humides ne sont pas très chauds parce que les précipitations traversent un air non saturé sous les nuages dont elles sont issues et que le soleil est caché. Les temps humides ne sont pas trop froids non plus parce que dans les nuages, la condensation restitue un peu de chaleur. Là, les amis, je vous rappelle en particulier que les brouillards sont des nuages. Sauf qu'il s'agit de nuages qui rasent le sol.
Ces nuages-là sont d'ailleurs de la famille des stratus. D'ailleurs, on voit très bien certains jours les nappes de brouillard. Hein. Et ce qui est remarquable, c'est que en général, le matin, quand il y a du brouillard, il ne gèle pas. Vous avez compris là? Alors, récapitulons un petit peu. Les précipitations, donc lorsqu'il y a beaucoup de nuages, sous forme de pluie ou de neige, terminent le cycle de l'eau, c'est-à-dire son retour au sort. Et maintenant que vous avez compris ce miracle qu'est la restitution de chaleur dans les nuages avec la condensation, il est temps maintenant de récapituler mon exposé sur ce climat qui fait de la Terre un habitat vivable. Par la faculté qu'a l'air de récupérer l'énergie rayonnée du Soleil, soit directement, soit indirectement, sous forme de chaleur latente, en se chargeant de vapeur d'eau. Voilà. Et aussi que la partie vivable de l'atmosphère, appelée troposphère, considérant en sa partie dense limitée par la tropopause, constituait un milieu clos. Donc l'ensemble constitue donc bien comme une serre, dont l'équilibre dépend des apports solaires, bien sûr, mais aussi des prédispositions de l'air à se charger en vapeur d'eau. C'est-à-dire que l'air soit plus ou moins avide d'eau. Voilà. C'est tout ce que vous avez à savoir, les amis, pour comprendre le climat. J'espère que vous m'avez bien suivi, que ça n'a pas été trop compliqué. Le reste n'est que détail dépassant l'approche globale, consistant à comprendre juste le fonctionnement. Je pourrais vous en dire plus. Par exemple, si vous vouliez pouvoir deviner quel temps il fera demain. Mais il y a des livres pour ça. D'autres gens expliquent le climat autrement. Ah oui, mais ce sont forcément des idioties. Alors, n'écoutez pas, en particulier les sots, croyant à cette thèse d'un supposé forçage radiatif à partir d'imaginaires gaz à effet de serre du GIEC. Ces trucs-là n'existent pas. La nature est plus simple dans tous ses fonctionnements que toutes ces théories sophistes à base de rayonnement, soutenues à des fins politiques par de prétendues élites qui vous enfument, aidées en cela par un groupe intergouvernemental, je reviens là-dessus, donc il s'agit du GIEC, lequel n'est supposé être une réunion d'experts que pour les francophones. Alors, là, permettez-moi les amis de revenir sur certaines absurdités contenues dans la thèse du GIEC du forçage radiatif. D'un forçage radiatif finalement impossible, hein, ça passe pas par les radiations, le climat. Hein. Si au début, quand le soleil tape sur le sol, là, il y a des radiations. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Après, tout se passe par contact, par convection, etc., etc. Et par la chaleur latente. Puisque l'air est par définition un isolant. C'est ainsi, et singulièrement, et d'après donc la thèse du GIEC, le principal gaz à effet de serre ne serait pas le CO2, mais la vapeur d'eau. Alors là, j'insiste sur ce détail. Ce que le GIEC considère, c'est bien la vapeur d'eau, c'est-à-dire l'eau-vapeur, et non pas l'élément eau en général. Parce que si c'était l'élément eau en général, nous serions d'accord ensemble. Je serais d'accord avec eux. Donc, si nous suivions bien leur raisonnement, hein, le raisonnement qui dit que le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, eh bien, plus il y a de la vapeur d'eau dans l'air, plus ça va chauffer. Sauf que plus ça chauffe, et plus il y a de la vapeur d'eau dans l'air. Donc, tout cela devrait s'emballer. Non? Bon, ce n'est évidemment pas ce que l'on constate. Que d'abord, le GIEC veut prouver que le réchauffage climatique, ce n'est pas la vapeur d'eau, mais
le gaz carbonique et autres gaz à effet de serre, et qu'il leur fallait donc justifier un dérèglement du climat plus ou moins proportionnel au gaz carbonique. Et ben bon, les amis, bon, je serais tenté de dire c'est assez con comme ça. Oui, mais attendez, il y a encore plus rigolo avec les idioties du GIEC. Ce sont les pets des vaches. Et oui, car il existerait aussi un autre gaz plus à effet de serre que le gaz carbonique, c'est-à-dire plus à effet de serre sans être autant à effet de serre que la vapeur d'eau, c'est le méthane, CH4. D'où de supposées fâcheuses conséquences sur le climat à cause des relâchements malodorants de ces braves bêtes que sont les vaches, qui tendent à devenir bien trop nombreuses. Bon, je vais arrêter là sur la thèse du forçage radiatif, car sauf à provoquer en vous le syndrome goebbelsien du « plus c'est gros, mieux ça passe », vous êtes maintenant d'accord avec moi que tous ces trucs du GIEC ne sont que foutaises. Bon, à présent, si vous m'avez bien suivi et bien compris comment fonctionne le climat, et aussi qu'il ne faut pas croire à n'importe quoi, vous voilà apte à en parler. Alors, quant à savoir si le climat change, c'est à vous de faire votre opinion. C'est d'ailleurs encore plus simple, il suffit de regarder autour de vous. En fait, vous n'avez même pas besoin d'y comprendre quelque chose, mais bon, ça aide quand même. En fait, lorsque l'on se retrouve obligé de croire quelqu'un sur parole parce que l'on n'y comprend rien et que les avis dits autorisés divergent, alors on n'a plus d'autre choix que de calquer sa vérité sur celui qui a une bonne tête. Bon, une loterie en somme. Alors, maintenant les amis, je vais vous donner mon opinion. Mon opinion est que oui, le climat change et que c'est visible à l'œil nu. Dans mon coin, en Gironde, les vendanges se font de plus en plus précoces. Il ne neige plus en hiver. Nous avons de la grêle à l'emplace. Nous avons des orages en hiver, ce qui n'existait pas autrefois. Sinon, l'été, nous avons des pluies beaucoup plus fortes. Voilà, ça c'est chez moi. Ailleurs, on sait que ça va mal aussi, notamment en montagne, puisque tous les glaciers reculent. Pour autant, je me demande quand même si on n'exagère pas un petit peu les choses, si les médias n'exagèrent pas un petit peu les choses. Par ailleurs, nous avons notamment la mer qui ne monte pas tant que ça. Nos moyens de mesure par satellite, qui sont très précis à ce sujet, relèvent finalement une réalité inférieure aux craintes exprimées au XXe siècle. Il y a la Méditerranée qui a bien monté un peu, sauf que cette petite montée s'explique par la simple dilatation des eaux. Bon, je doute que vous constatiez quelque autre chose par vous-même, hein. Mais bon, peut-être. Si c'est le cas, dites-le dans le forum. Et il est là pour ça. Bon, alors maintenant je vais passer donc encore à une autre partie. C'est le pourquoi de ce changement climatique. Ben oui, puisque nous avons vu que la thèse du GIEC ne tenait pas debout. Alors, est-ce tout de même la faute au gaz carbonique? Ma foi, peut-être. Il est un fait que la présomption est très forte d'une action de ce gaz sur le climat, et en particulier sur la température, en raison d'un constat scientifique. En effet, des savants qui étudient l'histoire de la planète en la lisant dans des carottes de vieilles glaces ont constaté que la température du globe évoluait de la même manière que le taux de gaz carbonique. Ce taux a justement assez fortement augmenté en même temps que la production anthropique de ce gaz
par l'industrie, hein, conséquence également présumée donc de la croissance industrielle. Cependant, pour nous, ainsi que je viens de vous le démontrer, la thèse fumeuse du GIEC d'un réchauffement en masse des particules d'air par les gaz à effet de serre n'est pas acceptable. Donc les amis, j'avais pensé à une autre explication, différente de celle du GIEC, mais tout aussi conforme aux présomptions initiales. Je reviens sur le fait de présomption. On a en effet une présomption qui est très forte, due au constat dans les vieilles glaces, mais qui dit présomption ne dit pas vérité. Pour être sûr de notre coup, il faut aller au-delà des présomptions, il faut aussi prouver que le phénomène est bien celui qu'il semble être. Donc il y a présomption, mais pas preuve encore. Donc je vais continuer là. Donc le fait est qu'un air de la belle époque a moins de 300 parties par million de gaz carbonique et un air d'aujourd'hui a plus de 400 parties par million de gaz carbonique, ce n'est plus le même air. C'est là que je vous rappelle ici que l'air, je vous l'ai dit ça dans le début, qui est un mélange de gaz, mais tous les corps qui ont des mélanges, le fait de changer les proportions d'un mélange modifie toujours les caractéristiques physiques des mélanges en question, suivant des manières souvent imprévisibles. Là, les métallurgistes, par exemple, ne me contrediront pas. C'est pour ça qu'il existe plusieurs types d'acier, par exemple. J'avais donc imaginé que la capacité qu'aurait l'air à se gorger d'eau pouvait avoir changé, puisque ce n'est plus le même air. Donc cet air, avec 400 parties par million, au lieu de 300 parties par million de gaz carbonique, donc à 300 parties par million à la belle époque, ne pouvait être plus avide d'eau aujourd'hui. Dit autrement, à même température, même pression et même humidité relative exprimée en pourcent, il pouvait contenir probablement plus d'eau de façon absolue, ce qui s'exprime en grammes par mètre cube. Notre nouvel air pouvait donc avoir amélioré sa capacité à se charger en énergie sous forme de chaleur latente. Bon, en fait, les amis, cette explication-là n'est pas la bonne non plus. Mais l'éclaircissement nous est enfin parvenu. Il n'y a pas, en fait, de liaison de cause à effet entre gaz carbonique et la température. Nous allons voir que ce sont là, en réalité, deux paramètres qui varient de concert avec le plus ou moins bon état des sols et du couvert végétal des terres, en fait avec l'état de la terre. C'est là un constat à tirer d'une étude lancée en 2017 et qui a récemment abouti sur le cycle de l'eau. Cette étude, en fait, n'a fait que compiler des savoirs traditionnels et d'autres plus contemporains sous la direction d'un certain Jean-Luc Galabert, avec la participation de nombreux collaborateurs. Un document de 124 pages daté de juillet 2022 est sorti. Une version type PDF est en accès libre sur Internet. Je vous ai mis le lien, les amis, dans le descriptif. Le lien avec le document PDF de référence en question. Son long titre, comprendre les cycles hydrologiques et cultiver l'eau pour restaurer la fécondité des sols et prendre soin du climat, ne nous dit même pas tout de la densité documentaire en savoir inédit révélé par le document. Quoique ces savoirs préexistaient, mais ceux de manière disparate et au sein de communautés plutôt refermées sur elles-mêmes. 5 thèmes sont traités dans le document. Premier thème, la complexité du cycle de l'eau dès lors que l'on entre dans les détails. Deuxième thème, que les sols vivants retiennent l'eau.
Troisième thème, que le végétal crée de l'eau nouvelle et que cela génère de la pluie. Quatrième thème, que le seul élément à effet de serre est l'eau et que restaurer les cycles de l'eau, c'est restaurer le climat. Alors ici, les amis, j'interprète un peu, les auteurs n'ayant pas percuté que le GIEC ne considérait que l'eau vapeur et non pas l'élément eau dans son ensemble. Suite à quoi, M. Galabert et ses collaborateurs ne s'opposent pas frontalement à la thèse officielle. Bon, ils veulent la corriger, mais cela n'a aucun sens en fait. Voilà, tout est dit à ce niveau. Donc il y a dans le document un cinquième et dernier thème, celui-ci ne faisant qu'enfoncer le clou, mais au niveau pratique, puisque ce thème traite d'expériences sur lesquelles, il a été démontré par des expériences qu'il était possible de reverdir les déserts. Ah ben oui, mais il y a des gens qui ont vraiment réussi cela. Et ces expériences sont présentées dans le dernier chapitre du livre. Bref, il y a plein de conclusions à tirer après la lecture du document. D'abord, que nous nous sommes tous trompés sur les causes du dérèglement climatique, par ailleurs bien réelles et visibles à l'œil nu. Ces nouvelles explications collent parfaitement avec le constat, notamment qu'un assèchement est aussi en cours, ce qui explique peut-être que les mers ne montent pas tant que ça. Puis ensuite, qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre le taux de gaz carbonique et la température moyenne sur Terre, qu'en réalité, une montée des températures et du taux de gaz carbonique sont deux symptômes agissant de concert avec la dégradation des sols et de la végétation, bref, avec la dégradation de la Terre. Et encore, qu'en conséquence de quoi, le gaz carbonique issu de la combustion d'énergie fossile à base de carbone n'est pas responsable du dérèglement climatique, que c'était là tout simplement une fausse piste. Ces combustions restent bien sûr critiquables pour plein d'autres raisons, ne serait-ce que pour ménager les ressources. Et ce serait certainement pas une bonne idée de renoncer à faire des efforts de sobriété. Par contre, la stupide en de nombreux points transitions énergétiques que voudrait imposer le gouvernement n'a plus de sens désormais. Et donc, nous en arrivons aussi à un constat, c'est que la couverture verte des parties émergées de la Terre est très dégradée. Ce constat avait été déjà effectué, bien sûr, sauf que celle-ci n'était pas directement reliée au problème du climat. Que nous savons désormais que ces dégradations sont de plus en plus graves et que finalement c'est ça qui dégrade le climat sur tout le globe terrestre. Alors maintenant les amis, ce qui pourrait advenir à plus ou moins long terme devient finalement un peu plus imprévisible, oui mais attention, sans être aussi catastrophique que ce qui était prévu suivant les premières hypothèses du GIEC, lesquelles expliquaient le phénomène en accusant le gaz carbonique. Justement, nous avons maintenant une sortie possible alors que réduire nos émissions de gaz carbonique à zéro était irréalisable. En fin de compte, il nous faudra juste prendre soin de nos terres. Nous devrons revoir la part de nos pratiques agricoles, restaurer nos paysages campagnards et nos forêts. Il nous faudra peut-être même aussi casser des bétons et des goudrons, fussent-ils neufs, ou prétendument indispensables. Donc planter de la verdure, et des arbres, et peut-être même en ville. Voilà un bon moyen de sauver le climat. Et en plus, la nature n'en sera que plus belle. Voilà les amis. Merci de votre attention.